Quand vous parlez des usurpations d'identité, il me dit moi avant je vendais du stup, aujourd'hui j'ai repris 20 millions d'euros d'immeubles, j'ai pris l'argent, je suis parti à Dubaï. J'ai en fait compte, on permet à des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui sont dans l'escroquerie, de récupérer le bien de Français qui ont travaillé dur toute leur vie. C'est ça qui me rend dingue. Et en fait, derrière, je vous pose une question à vous, avocat. Pourquoi quelqu'un qui vend du stup ou qui fait des braquages, il risque 7-8 ans de prison, et quelqu'un qui vole le patrimoine des gens ne risque rien? C'est ça qui me perturbe, en fait. Moi, j'espère surtout qu'à l'issue de cette vidéo, le législateur, ou du moins que ça puisse y contribuer, que le législateur s'empare de cette difficulté. Parce qu'il est vrai que maintenant, on peut dilapider le patrimoine d'une personne, ou du moins s'en emparer, sans que derrière on soit recherché, ou du moins avec une condamnation qui soit faible. Voilà, parce qu'on doit vraiment protéger le patrimoine de tous les Français. Je suppose que si demain, un Bernard Arnault ou un Xavier Niel se fait prendre son immeuble sur les Champs-Élysées, là, ils vont intervenir. Mais les Français, il y en a 70 millions. Je pense pas que ce soit au cas par cas. C'est pas une question de... Évidemment, la force du réseau, c'est ça que vous évoquez, peut faire qu'on peut moduler avec des acteurs que l'on connaîtrait et qui peuvent faire avancer le cours du dossier. Néanmoins, juridiquement, ça restera les mêmes notions de droit pour aller retrouver ce patrimoine duquel on aura été défait. Donc un LVMH aujourd'hui peut se faire prendre les parts sociales de l'entreprise. Absolument. Voilà, vous pouvez devenir patron d'LVMH si vous voulez. Et c'est très facile, ça prend 5 minutes. Et donc la dernière question, dans tous ces squats, ces usurpations d'identité, etc. Est-ce que ça arrive, ça doit arriver de plus en plus, des personnes qui se font squatter leurs biens et qui n'ont que ça pour vivre? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se venger eux-mêmes, etc. J'ai vu qu'il n'y a pas eu des assassinats, des problèmes? Alors, il est déjà arrivé que certaines personnes se fassent justice seules, en souhaitant déloger un squatteur. Mais l'idée en soi, c'est que maintenant, c'est la personne qui va déloger son propre squatteur qui va se retrouver en difficulté en ayant transgressé la loi pénale. Donc, il fait pas bon être propriétaire, c'est vrai. Il fait surtout bon de s'armer au préalable, comme je l'évoquais tout à l'heure, en amont d'un éventuel investissement locatif pour éviter une difficulté en matière de loyer. Et si une difficulté se présente sur les loyers impayés, surtout dans l'urgence, constater que les loyers sont impayés, y prêter une grande attention. Du moment que la possibilité s'érige de pouvoir solliciter un conseil pour introduire l'action en justice, il faut le faire, parce qu'il y a plusieurs étapes à respecter, vous le savez. Un commandement de payer qui vise la clausure résolutoire du bail pour les impayés, purger ce délai, après ce délai-là, d'abord à saisir la justice, obtenir l'expulsion, après l'expulsion, il faut encore solliciter le concours de la force publique pour arriver à sortir les personnes des lieux. Enfin, c'est un périple assez incroyable. Alors, je sais pas si c'est que moi qui pense comme ça ou tout le monde qui nous regarde, mais je trouve moi que le système qui doit être justice devient vraiment de l'injustice. En fait, je trouve que c'est illogique. Voilà, c'est mon point de vue. Je pense que tout est illogique parce que on a le droit à la propriété quand on l'achète. On l'a pas volé, hein, les gens l'ont pas volé, ils ont acheté leur bien. Se le faire squatter, se le faire spoiler, je trouve ça dramatique. Et je pense que le laxisme judiciaire doit s'arrêter à un moment donné parce que plus personne n'a peur de la justice en France, en tout cas. C'est exact. C'est exact. Il y a bon nombre de règles juridiques qui malheureusement sont trop laxistes à l'égard de la personne qui commettrait qui serait en infraction avec la loi pénale ou autre encore. Et c'est la raison pour laquelle les avocats tâchent humblement de faire leur travail en mettant tout en œuvre pour défaire la personne de ses difficultés. On a l'impression que justice est faite seulement quand on s'adresse au patrimoine de l'État. Donc là, quand l'escroc il touche au patrimoine de l'État, à l'argent de l'État, justice est faite. Mais quand on touche au patrimoine des Français, il n'y a pas de justice. Alors que le premier rôle de l'État, c'est de protéger ses concitoyens, surtout vu l'imposition qui est payée dans le pays. Là, j'ai vu, vous savez, le cas de figure. Vous avez vu Kiabi, la comptable qui a volé 100 millions d'euros? Absolument, oui. Vous savez que... Où en est-elle actuellement? Alors, il paraît... Elle a été recherchée, elle est partie, je crois, sur le territoire américain. Voilà, elle a été retrouvée. Mais vous voyez, ça aurait été une réussite éphémère. En revanche, le mal est fait. Le mal est fait, mais vous savez, quand on retrouve sur 100 millions, 20 millions, et que vous avez écopé d'1 an de prison ferme maximum. Ah ben je vous rejoins. C'est la raison pour laquelle je reviens sur le propos précédent. Prêtez une grande attention à ces comptes, dans la mesure où Kiabi a commis pas une faute de gestion, dans la mesure où ils sont victimes, je l'entends. Néanmoins, une approche un peu plus, une appréhension un peu plus méticuleuse, dirais-je, ou rigoureuse des comptes permet de voir lorsqu'une difficulté s'élève et de pouvoir réagir dans les plus brefs délais. Parce que moi je trouve que c'est pas une réussite éphémère. Pour elle, c'est une réussite. En réalité, vous avez des personnes qui travaillent 40 ans de leur vie et à la fin, ils n'ont pas encore mis 1 million de côté.
D'accord, parce qu'il travaille et on est esclave d'un système toute une vie. Là, il y a quelqu'un qui va prendre 1 an de prison et qui met de côté 80 millions. Ça serait dans ce cas-là, Hakim, cautionner une escroquerie, c'est pas votre style. C'est pas cautionné, je suis quelqu'un de très honnête, mais je trouve que derrière, la punition ne l'est pas. Ah oui, c'est pas à la mesure des agissements qui ont été commis. Et notamment en matière financière, je vous rejoins parfaitement, c'est exact. Mais ça sera encore comme l'exemple que tout le monde cite, la condamnation pour une personne qui aurait commis un viol, ou encore comme pour une personne qui a commis un trafic de stupéfiants. On voit bien qu'il y a une difficulté dans la manière dont la législation est faite. Il y a des changements qui doivent être faits. Le législateur doit s'emparer de certains sujets. Et j'espère que finalement tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux, ou du moins toutes les conversations que l'on peut avoir encore lors de ce podcast, ça puisse éventuellement mettre l'idée en tête aux législateurs que certaines choses sont à revoir. On connaît pas les comptes de Kiabi, mais quand quelqu'un comme ça vole autant d'argent, elle peut mettre une société en péril, elle peut mettre plusieurs personnes au chômage, elle vole l'argent qui lui appartient pas. Il y a plein de pays dans le monde où ça c'est 20 ans de prison ou la peine à perpétuité. Hein. Absolument. Après, moi, je cautionne pas non plus le fait de pouvoir condamner une personne à hauteur de 20 ans pour un délit financier, de l'astreindre à devoir rembourser les sommes pour lesquelles, enfin, les sommes qu'elle a engrangées grâce aux malversations. Oui. Néanmoins, je considère que elle peut même entacher finalement l'image d'une société. On voit bien qu'il y a eu une difficulté, on a eu un élément noir, un point noir dans la boîte, qui a pu commettre ces malversations et qui pour le moment reste impuni jusqu'au moment où le juge d'instruction va faire son travail. Et lorsque la décision sera rendue, j'espère qu'elle sera rendue à juste proportion. Allez, impeccable. En tout cas, chacun son avis. Est-ce que quelqu'un qui vole le patrimoine d'un Français mérite-t-il la prison ou pas? Moi, je suis vraiment dur là-dessus parce que je déteste l'injustice et le vol. Mais bon, on a chacun. Je déteste l'injustice aussi. Hein, c'est un peu le cœur de mon métier. Métier. On va parler aujourd'hui fiscalité maintenant. Alors la fiscalité, on avait le sujet d'exit tax. Il y a plein de personnes qui me posent des questions là-dessus. Alors, question toute bête que je vous pose. Comment quelqu'un, comme les plus grosses fortunes françaises, la plus grande fortune française allait quitter la France pour la Belgique, comment ils appréhendent ce sujet d'exit tax? Alors, pour les personnes, donc finalement, qui ont un patrimoine important, ou du moins une société, l'idée en soi, c'est que la personne qui est fiscalisée, donc qui est fiscalisée en France, tant sur son activité commerciale que à titre personnel, va faire le choix donc de quitter le territoire pour trouver un territoire qui lui permettra d'avoir une fiscalité qui sera amoindrie. L'idée qu'elle doit garder en tête en premier lieu, c'est que la France, et c'est d'ailleurs un président américain qui avait évoqué cette idée, c'est nous sommes des petits joueurs à côté de l'administration fiscale française. Parce que c'est un rouage, et parfois certaines personnes disent mais ça fait 10 ans que c'est passé, donc on n'aura pas de difficulté, on s'est pas fait attraper. Non, c'est une mécanique qui fait que ça arrivera un jour ou l'autre, et lorsque vous êtes pris dans ce rouage, en tout état de cause, vous serez condamné ou condamnable. Maintenant, lorsqu'on appréhende donc cette sortie en matière de fiscalité, c'est-à-dire que de quitter le territoire, il y a deux choses à prévoir. On a une société donc qui est régie sous la loi française, on a sûrement une activité économique qui est exercée en France, et nous on décide de quitter le pays. Premier élément, on va devoir donc régulariser donc une exit tax. Vous allez solliciter votre conseil pour ce faire, qui va tâcher humblement d'étudier vos bilans, votre situation personnelle, professionnelle, et de démontrer à l'administration que vous quittez le pays, pas pour frauder fiscalement, mais pour optimiser fiscalement, on peut le dire, bien entendu. Mais la frontière est mince, faut le savoir tout de même. À ce moment-là, le fisc français, qui est loin d'être les plus mauvais, comme je l'ai évoqué, il va vous demander une garantie. C'est-à-dire que lorsque vous allez régulariser l'exit tax, on va vous dire, voilà, vous avez dégagé tel chiffre d'affaires, il y a des plus-values latentes, on va considérer, nous, fisc français, que dans cette sortie-là, il est probable qu'il y ait des plus-values que vous ayez réalisées, ou du moins des déclarations qui n'auraient pas été faites, ou encore que votre activité économique en France, le centre de vos activités, même si vous partez, se réalisera en France tout de même. Par conséquent, on va vous demander de garantir un bien immobilier, de dentir vos parts de société, afin de pouvoir asseoir afin de pouvoir asseoir notre fiscalité à venir si une telle difficulté se présentait. Alors j'ai appris quelque chose de dingue. Je me suis toujours posé la question comment les milliardaires partaient, d'accord, comment ils faisaient pour l'exit tax. Parce que quelqu'un qui part avec un patrimoine de 10 milliards va payer 3 milliards. En liquidité, déjà, souvent, ils les ont pas, et c'est énorme. En fait, compte, il y a une réforme qui est passée en 2017 ou 2018, où quand vous êtes minoritaire dans une entreprise, d'accord, vous n'avez pas la majorité, d'accord, il n'y a pas de sujet d'exit tax. Ou alors ça se fait, mais différemment. Absolument, c'est au-dessus de 50% des parts qu'on envisage l'exit tax, c'est différent. En tout état de cause, la personne qui a 10 milliards en France, les 10 milliards, je pars du principe qu'ils sont déjà fiscalisés. Bien sûr. Par conséquent, l'État français va simplement s'offusquer du fait que vous allez prendre ce patrimoine et l'amener dans un autre pays.
Mais à proprement parler, elle est déjà fiscalisée. Ce qu'on se demande maintenant, c'est cette société française qui a vocation à perdurer dans le temps et qui va engranger de nouveaux bénéfices, du moins chiffre d'affaires et bénéfices. De quelle manière on va appréhender les choses? Notre contribuable est sorti, ou du moins est sortant. Et maintenant, sa société qui est en France et qui a de l'activité économique en France, on va la fiscaliser ou on ne va pas la fiscaliser? C'est la raison pour laquelle il fait pas bon être minoritaire non plus, parce que c'est pas une solution de se dire je vais être uniquement minoritaire dans une société. Voilà. Il y en a qui prennent la minorité le temps de quitter le pays, je dirais, pour éviter un peu l'exit tax, et ils reprennent la majorité indirectement ensuite avec des montages d'holding qu'on connaît. Il y a ce qu'on appelle les cascades d'holding. Après l'optimisation fiscale, il y a des structures, il y a une possibilité, des possibilités et un panel de possibilités qui est très important. Les avocats spécialisés en pareille matière, ils savent y répondre, et bien entendu, c'est leur responsabilité ils s'engagent au titre de leur propre responsabilité lorsqu'ils réalisent les actes. Si un avocat vous conseille mal à ce titre-là, vous pouvez très clairement engager sa responsabilité. Donc, il va vous conseiller au mieux de vos intérêts, sans que l'État français non plus, il considère ça comme une fraude. La question qu'on a souvent, qu'est-ce que vous en pensez? On a beaucoup d'entrepreneurs français qui veulent plus investir en France et qui remontent l'argent à la holding ou directement avec leur société française, veulent investir par exemple dans d'autres pays, comme Dubaï ou autre. Est-ce que c'est bien vu par l'administration ou mal vu? Parce qu'on le sait très bien, on est dans le pays où il y a le plus d'impôts au monde et on est dans le pays où l'institution qui fonctionne le mieux est l'institution fiscale en réalité. C'est l'administration fiscale. Les autres, ça va un peu moins bien. Comment est-ce que c'est risqué ou pas? C'est-à-dire comment investir à l'étranger? On a des entrepreneurs qui ont 1 million, 2 millions d'euros de trésorerie dans leur entreprise et ils veulent investir la totalité à l'étranger. La difficulté qui se pose, c'est que s'ils l'ont comme trésorerie, en tout état de cause, ils seront imposés au titre de l'impôt sur les sociétés. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, l'argent sera donc déjà fiscalisé par l'État français. L'idée en soi, c'est qu'après avoir été fiscalisé par l'État français, on va investir à l'étranger. Exactement. Voilà, donc on le fait pas. La société directe, ils sont même pas obligés de remonter les fonds à la holding s'ils veulent. La société. Ils sont pas contraints et forcés de le faire, non. Mais la plupart. Mais attention, il faut voir si c'est pas un abus de bien social. Si la société qui va injecter donc ses fonds dans un bien à l'étranger ou je ne sais pas quelle opération vous envisagez, faut voir si c'est pas contraire à l'intérêt social de la boîte qui va investir. Donc, vaut mieux remonter à la holding. Il y a le régime Murphy et cette holding, elle investit. Mais même quand la holding française investit, c'est pour ça que vous avez énormément d'entrepreneurs qui transfèrent leur holding française à l'étranger, parce que même quand la holding française investit, ça dérange le fisc. Qui se retrouve tout de suite après, ça clignote rouge, contrôle fiscal tout de suite après. Ça, j'ai eu plein de cas de figure. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué l'optimisation et la fraude fiscale. La frontière est extrêmement mince. C'est pour ça, comme une nouvelle fois, il faut être accompagné des bons acteurs pour pouvoir réaliser cela. La France, finalement, et d'ailleurs c'est un article que j'ai vu paraître assez récemment, c'est se sert de l'intelligence artificielle également, bien sûr. Pour maintenant aller rechercher les contribuables qui entendraient frauder les fiscs. Donc il faut prêter une grande attention à cela. Voilà. Ils sont très bons et ils remonteront toujours. Ah non, mais ils sont très bons. Tout le monde est mis sur écoute. Moi, je l'ai vu. Les gens sont mis sur écoute des fois. Je dis franchement, la brigade financière, pour ceux qui nous regardent, est beaucoup plus compétente que la brigade des stupes, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent en jeu. Et on parle de vraies sommes d'argent dans le business. Et j'ai eu le cas de figure. Il y a des mises sur écoute, il y a des filatures, il y a tout ce qu'il faut. Ils savent votre vie quand ils veulent connaître votre vie. Alors autant la justice n'arrive pas à